Diaspora FM, le journal. Lundi 9 août 2021, c'est l'heure de la grande édition du journal Parler. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Les caniveaux reçoivent des coups de pelle à Bomekalavi. Ils sont vidés de leurs déchets. L'objectif visé par cette opération dans ce journal. Le procès de Joseph Tameyon, Alessandre Runtondi et de Nadine Okumasson s'ouvre ce jour à la Criette. Déposés en prison depuis avril, ses opposants sont accusés de terrorisme. La sélection féminine U20 du Bénin a battu samedi dernier son homologue du Niger 6-1 au stade Séni Kounché de Niamey. Cette rencontre entrait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Setji. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Le procès de Joseph Tameyon, Alessandre Runtondi et de Nadine Okumasson s'ouvre ce jour à la Criette. Déposés en prison depuis avril, ses opposants sont accusés de terrorisme. Leaders d'opinion et très critiques envers le régime en place, ils ont été farouchement contre la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier qu'ils qualifient d'élection exclusive. Suspendu depuis mai 2018 par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour propos jugés injurieux à l'endroit du chef de l'État, la Nouvelle Tribune retrouve les kiosques. Une décision qui réjouit les acteurs de la presse qui appellent les uns et les autres à tirer leçon de ce qui est arrivé. Ils sont au micro de Frédéric Espoir Oumambou. Nous sommes une corporation et nous devons nous soutenir dans la corporation, et lorsque un pan de cette corporation manque, c'est-à-dire lorsque un média est fermé, lorsque un média n'est plus autorisé à produire de l'information, c'est un manque et ça se ressent parce que chaque média a sa ligne éditoriale et l'ensemble forme un mouvement est très dynamique au plan de la diffusion, de la production, de la diffusion de l'information. Donc, lorsque nous avions appris la suspension de ce média, nous avons été peinés de la prendre. Il faudrait qu'on tire les leçons et la première personne à tirer les leçons de cette situation, c'est le responsable de l'organe, nos confrères qui étaient là dans l'organe lorsqu'il y a eu la suspension, etc. Donc, et tout chacun de nous professionnels des médias pour qu'on se dise mais si c'est arrivé à l'autre, ça peut nous arriver aussi et savoir comment nous comporter en respectant la déontologie du métier, en respectant la législation en matière de presse au Bénin et toutes les lois qui encadrent ce métier-là, qui encadrent d'abord les questions de citoyenneté. L'environnement, lui, n'était même pas viable. Quand à cela s'ajoutent quand même des décisions institutionnelles qui plongent davantage le secteur, il y a de quoi effectivement être inquiet. Et puis, quand on fait le feedback, on va dire que depuis pratiquement plus de 5 ans, c'est l'une des meilleures nouvelles en termes de prise de décision institutionnelle vis-à-vis des médias. Oui, ça fait, disons, plaisir de voir que malgré tout, on peut espérer des nouvelles qui redonnent un peu le courage. Il est du journalisme comme il est de la nage. Et que parfois, en ces deux matières, ce ne sont pas les novices qui sombrent, ce sont les expérimentés. Mais qu'à cela ne tienne, il faut toujours apprendre à nager quand on veut être nageur. C'est pourquoi aussi dans le métier, il faut toujours apprendre à faufiler entre l'envie et le devoir d'informer, l'envie et le devoir de faire le journalisme et cette régulation-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont compliquées. Tout le monde le sait avec le code du numérique.
qui quand même complique les choses. Le débat est en cours. En attendant peut-être le réaménagement, si réaménagement il y en aura, c'est à nous d'aiguiser davantage notre sens de savoir faufiler, mais surtout notre sens de savoir bien être au fait. Bon nombre de Béninois continuent de s'interroger sur l'opportunité de la création de la nouvelle configuration de l'Institut national de la femme. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a donné son avis sur la question lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Compte rendu, Clémence Tonocoin. L'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est créé en Conseil des ministres du mercredi 21 juillet dernier. L'organisme a pour mission essentielle de contribuer à promouvoir les droits des femmes. Qu'est-ce qui différencie le nouvel institut de l'ancien, connu sous l'appellation de l'Institut national pour la promotion de la femme? Suivez la réponse de Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Ce qui change fondamentalement, c'est que l'Institut dispose désormais d'un fonds d'assistance aux victimes, mais aussi et surtout d'un secrétariat exécutif qui va être au quotidien en charge de l'étude et de la gestion des dossiers. Et puis, le plus important, l'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Au regard des prérogatives qui sont attachées à l'Institut, vous comprendrez bien que les victimes, désormais, auront au moins une structure à laquelle s'adosser. Si après font l'objet de représailles, cela s'analyserait également en termes de violence ou de discrimination d'une manière ou d'une autre, et l'Institut sera encore présent à leur côté. Dans tous les cas, le chef de l'État a dit qu'il faut promouvoir la femme béninoise, favoriser son émancipation, et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. C'est aussi cela, la pédagogie qui va avec le rôle assigné à l'Institut dès que ses responsables seront nommés, vous verrez. Et en attendant, le conseil d'administration a déjà été mis en place. Vous avez suivi avec le dernier conseil des ministres. Il y a 5 personnes au conseil d'administration et je peux vous dire qu'il y a 4 femmes pour un homme. Ce qui traduit bien la volonté du gouvernement d'en faire un organe véritablement dédié à la femme. Depuis quelques jours, dans la commune d'Abomey-Calavi, les caniveaux reçoivent des coups de pelle. Je vous le disais en titre, ils sont vidés des déchets. L'opération initiée par la mairie d'Abomey-Calavi vise à prévenir les inondations. Clémence Tonocoin pour le reportage. Les travaux de curage des caniveaux dans la commune d'Abomey-Calavi sont de plus en plus fréquents. L'opération se fait désormais de façon périodique. Elle vise à débarrasser les caniveaux de tous les déchets pour permettre l'évacuation des eaux de ruissellement. Les populations s'en réjouissent. Moi, je suis contente que les caniveaux soient en train de nettoyer. Et je profite pour dire à la population, toutes les populations de Calavi, de Cotonou, un peu partout, de ne plus verser des saletés, des déchets dans les caniveaux. Parce que c'est pas bon. On peut filtrer à la maison et jeter l'eau sale dehors. L'odeur que les caniveaux dégagent est source de maladies pour nous qui sommes au bord de ces caniveaux. Les travaux sont louables. Du côté des ouvriers commis à la tâche, on se plaint des conditions de travail. Des difficultés jalonnent l'accomplissement des travaux. Romuald Dosuyovo, un des ouvriers, nous en parle. Notre travail là, avant là, c'est Banabi qu'on utilise avec le curage là. Maintenant, ils ont formé une autre clé. On n'a pas maîtrisé les clés là pour ouvrir le truc là. Avec ça, c'est difficile pour nous. La clé que le mairie nous a donnée maintenant pour travailler avec ça là, ça ne peut pas ouvrir les abaissements. Ça ne peut pas. Parce que les dialectes, c'est lourd, puisque les clés même, et les dialectes petits là, il y a les camions qui passent sur ça, et c'est difficilement que ça sort. Démarrés en début de semaine, les travaux sont répartis par zone et prennent actuellement en compte l'axe Carrefour-Arconville à Kassato.
Religion dans cette édition, le nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo en visite pastorale dans le diocèse de Lokossa a été accueilli le jeudi dernier par les fidèles catholiques du Koufou. C'était à la paroisse Immaculée Conception d'Azové. Reportage Jonas Bouchi. Ils sont venus des 4 doyennés catholiques du département du Koufou pour accueillir ce jeudi 5 août 2021 à la paroisse Immaculée Conception d'Azové le tout nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Reçu par le préfet du Koufou et le curé de la paroisse, Monseigneur Marc Gérald Miles a été conduit dans la cour de l'église où l'attendaient les fidèles catholiques, curieux de voir ce représentant du pape qui effectuait sa première visite pastorale dans le Koufou. Il fut ensuite introduit dans l'église pour les rites, rituels et autres solennités de l'accueil. Un accueil qui s'était déroulé à la grande satisfaction du préfet et des responsables ecclésiaux. Non, mais ça ne peut que sentiment de joie, de grande satisfaction et surtout de foi dans le Seigneur. Parce que quand le nonce est là, c'est comme si le pape est là. Le nonce est l'ambassadeur du pape et quand le nonce arrive dans un pays, en particulier dans un diocèse, c'est une joie. Parce qu'il nous apporte la paix du Seigneur, la paix du pape. C'est un prélat que nous recevons, c'est l'ambassadeur du Vatican près le Bénin et le Togo. On doit être là, marquer la présence du gouvernement. Je voudrais qu'il prie pour nous, pour tout le Bénin, qu'il prie pour le Koufou. Nous voulons la paix. Et lorsque nous voulons la paix, nous avons besoin de nous rapprocher de ceux qui sont plus proches de Dieu que nous. Là pourquoi nous demandons de prier pour nous. Cet accueil fut aussi l'occasion pour le nonce de vivre en si peu de temps la foi, la générosité et la solidarité du peuple adja. J'ai touché la joie, la foi et la générosité de la solidarité ici dans la communion de la diocèse de Lokossa. Pour moi, c'est un grand privilège pour porter à vous la bénédiction de Saint-Père. Et c'est un grand privilège pour moi de transmettre la bénédiction de Saint-Père. Merci à vous et les autorités politiques qui sont ici. Je vraiment voudrais remercier aussi. Merci à tous. Étaient également présents à cet accueil du nonce des dignitaires des religions endogènes. Leur présence s'inscrit dans une logique de dialogue interreligieux, à en croire le préfet. Il y a un dialogue interreligieux. Vous le savez, tout à l'heure, au sein de l'église, vous avez vu le curé a parlé des religions endogènes. Ça veut dire que les gens communiquent entre eux pour que la paix soit. Que la paix soit pour toujours. Créé en 1968, le diocèse de Lokossa a connu 3 évêques et est en pleine expansion malgré l'invasion des églises évangéliques. De 1968 à 2018, soit en 50 ans d'existence, le diocèse de Lokossa est passé de 3 à 9 doyennés, de 11 paroisses à 57, de 8 prêtres autochtones à 172 et de 8 religieuses à 132 religieuses autochtones. Les nouvelles africaines et internationales. Une des lycéennes enlevée en avril 2014 par le groupe djihadiste Boko Haram dans la ville de Chibok au Nigeria a été libérée et a retrouvé sa famille, a annoncé samedi le gouverneur de l'État de Borno. En Côte d'Ivoire, après son agenda protocolaire, Laurent Gbagbo ouvre son agenda politique. L'ancien chef de l'État réunit un comité central extraordinaire du Front populaire ivoirien ce jour au Palais de la Culture de Treichville. Un comité central sans l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Le cap du million de personnes vaccinées a été passé samedi au Sénégal, pays qui compte un peu plus de 16 millions d'habitants. Des vaccinations qui ont surtout été réalisées à Dakar, Thiès et Saint-Louis, tandis que le pays vit une sévère 3e vague de Covid-19. Plus de 40 civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger, ont indiqué un responsable militaire et des élus locaux. À présent, le sport. Tout le sport.
Abomey-Calavi a connu hier le lancement de la première édition des grands rendez-vous des vacances organisés par la coordination communale du parti Union progressiste. Plusieurs disciplines compétitives sont à l'honneur. La cérémonie de lancement a eu lieu sur le terrain de sport de la mairie d'Abomey-Calavi. Compte rendu, Aimé Juste Defodji. Saine distraction en 7 ans de repos pour les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi. Telle est la priorité de la coordination communale du parti Union progressiste. Cette première édition des grands rendez-vous des vacances est l'occasion pour les responsables communaux du parti Union progressiste d'Abomey-Calavi de promouvoir le militantisme à la base. Angelo Evaris Awandjino, coordonnateur communal du parti Union progressiste d'Abomey-Calavi. Les grands rendez-vous vacances, première édition de l'Union progressiste de la commune de Calavi, ont pour objectif d'animer la vie politique du parti à la base, de mettre tout le monde ensemble, de partager les idéaux du parti, de parler de notre parti, de ses statuts, de ses textes fondamentaux pendant que nous serons en train de nous amuser. Pétanque, pique, belote, dame, interprétation artistique. Voilà le boulevard de jeux meublant ces grands rendez-vous. Au terme de la compétition, les meilleurs de chaque discipline auront droit, au-delà des enveloppes financières, à une excursion sur Grand Popo. Angelo Evaris Awandjino. La commune que nous avons choisie pour cette première édition est la commune de Grand Popo. Les coordonnateurs et les lauréats de la première édition vont se rendre à Grand Popo en excursion pour toute une journée. Une excursion au cours de laquelle nous allons découvrir les merveilles de Grand Popo. Nous allons échanger avec les militants progressistes de Grand Popo. Nous allons partager notre vie de militantisme. Débutée ce dimanche 8 août 2021, cette première édition des grands rendez-vous des vacances de la coordination communale de l'Union progressiste d'Abomey-Calavi prend fin le 19 septembre prochain. Merci à vous, Aimé Juste Defodji. La sélection féminine U20 du Bénin a corrigé samedi dernier son homologue du Niger 6-1 au stade Séni Kounché de Niamey. Cette rencontre entrait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022 de la catégorie d'âge. Les joueuses béninoises n'ont pas fait dans la dentelle face au MENA Junior. Elles ont été les premières à ouvrir le score, empilant ensuite but sur but. Accueilli comme un fils prodigue, Hugues Fabrice Zango, premier médaillé olympique de toute l'histoire du Burkina Faso, a atterri dimanche 8 août dans la soirée à Ouagadougou. Il est de retour de Tokyo où il a décroché le bronze sur le triple saut. Et c'est la fin de cette édition pour le compte de la mi-journée de ce lundi 9 août 2021. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Didier Guédou, chef d'édition d'Okassa Wangan, présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Julos Borkan. À force de péter trop haut, le cul prend la place du cerveau. On se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour l'émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon et portez vos masques en tout lieu.